Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre sixième webinaire, Le Coin du Prof. Le Coin du Prof, c'est un webinaire mensuel, une rencontre en direct avec vous, enseignants, que l'on vous propose avec l'équipe de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France en Espagne. Aujourd'hui, 9 mai, en jour de l'Europe, on a choisi de traiter du sujet de la mobilité. Ça nous paraissait, avec l'équipe, essentiel de pouvoir traiter ce sujet-là en ce jour, puisqu'effectivement, la mobilité fait partie des priorités européennes. La mobilité est aussi une priorité de notre président de la République. Il a pu le dire lors de son discours à Sorbonne c'est déjà en 2017. Il en a fait une des priorités lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La mobilité, c'est aussi une priorité de la coopération bilatérale entre la France et l'Espagne, puisque l'alinéa 1 de l'article 18 du traité entre la France et l'Espagne, le traité dit de Barcelone, signé en janvier 2023, évoque la mobilité comme priorité entre la mobilité des élèves et des enseignants, que ce soit pour les enseignants en formation continue ou en formation initiale. Pour vous, comme pour nos intervenants ce soir, comme pour nous, la mobilité est essentielle pour améliorer les compétences linguistiques, tout aussi bien que pour améliorer la qualité éducative de part et d'autre de la frontière. Elle est aussi essentielle pour développer les compétences citoyennes et interculturelles des élèves. Et grâce aussi aux expériences des mobilités, les élèves en gardent des souvenirs inoubliables et gardent un attachement à un pays, que ce soit l'Espagne pour les Français qui viennent en Espagne ou la France pour les Espagnols qui vont en France. Pour ce webinaire, comme pour les précédents, notre objectif, c'est toujours des webinaires à plusieurs voix. Cette fois-ci, on le fera en français et en espagnol. Je vais commencer d'ores et déjà par remercier nos intervenants qui, vous verrez, appartiennent à une communauté autonome ou au ministère ou dans un établissement. Un grand merci à nos deux collègues partenaires de la communauté d'Andalousie qui travaillent au département du développement de l'éducation et de la formation professionnelle, Miele Grossa Pérez Caballero et Fran Carrillo Castilla. Merci à vous deux. Merci aussi à Pablo López Marañón, qui est professeur de l'établissement Matarrobe des Asturies, qui est toujours partant pour nous accompagner dans toutes les démarches. On est allé en Tunisie avec certains de ses élèves pour une grande rencontre d'élèves des établissements Label France Éducation. Merci également à Elisa Guinea González, qui est chef de service au sein de l'unité de l'action éducative extérieure au sein du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle et des sports espagnols. En termes pratico-pratiques, ce petit rappel, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur le site de l'Institut français d'Espagne et sur notre chaîne YouTube. On attend aussi de vous que ce webinaire, même si on ne vous voit pas, soit dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet qui se trouve en bas de votre écran, questions et réponses. Et on s'efforcera d'y répondre. On n'aura pas forcément toutes les réponses, mais si on ne les a pas, on s'engage à vous répondre a posteriori. Vous dire aussi que la mobilité, on ne va pas la traiter de manière exhaustive. Ça serait impossible dans le cadre d'un webinaire. Ça serait déjà beaucoup trop long pour vous comme pour nous. On a choisi donc que ce webinaire se déroule en 5 temps. Tout d'abord, une présentation d'un exemple de mobilité en enseignement et formation professionnelle, une présentation qui sera faite par Mila. Ensuite, une présentation du programme Picasso Mob, plus particulièrement en Andalousie, puisque c'est là où il est le plus important en termes de chiffres. Troisième partie de ce webinaire, une présentation de eTwinning. Ensuite, Elisa évoquera avec nous le programme des assistants de langue en Espagne et l'équipe de coopération éducative vous présentera quelques programmes, quelques outils que l'on a à votre disposition pour vous comme pour vos élèves.
avant de laisser la parole à nos intervenants, maintenant tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Nous souhaitions avec l'équipe vous montrer à travers cette carte à quel point la mobilité fait partie intégrante de la coopération bilatérale. Vous avez devant vous une carte des accords de coopération entre les différentes communautés autonomes et les régions académiques françaises. Comme vous pouvez le constater, il y a 15 sur 17 communautés autonomes qui ont des accords avec des régions académiques françaises et la plupart de ces accords ont un pan très important en termes de mobilité des élèves et des enseignants. Certaines communautés autonomes en Espagne ont des accords avec plusieurs régions académiques françaises et vice-versa. Parmi les derniers accords qui ont été signés, c'est notamment celui avec la communauté de Valence et la région PACA en France. Et on en a en cours de négociation entre l'Extrémadure et la région académique de Nancy-Metz. Et on espère que ça pourra être signé dans les prochains mois. Voilà un petit peu, et tous ces accords, c'est entre les communautés autonomes et académies. Au niveau de l'ambassade, on essaye d'accompagner. Quelquefois, on a un rôle de facilitateur pour leur signature. Voilà, donc je vais laisser la parole donc, à Milagrosa et qui va échanger avec ma collègue Elisabeth sur les mobilités en enseignement et formation professionnelle. Bon webinaire. Bonjour. Je vais essayer de parler en français parce que moi-même, je suis un des étudiants Erasmus, une des étudiants Erasmus qui a fait son stage à Strasbourg. Donc, pour moi, j'ai une relation spéciale avec la France. Donc, je ne vais pas dire, je dis toujours oui à la France. Et je pense que la présentation va être faite pour des profs qui sont en Espagne. Donc, si vous me permettez, je vais changer au espagnol, d'accord? C'est possible? Avec grand plaisir, oui, oui. D'accord. Me presento muy rápido porque sé que son solo 5 minutos. Soy profesora de formación profesional. Participé en proyectos Erasmus gracias a consorcios que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tenía en 2006. Algunos de mis alumnos estuvieron fuera y ya pues me picó el gusanillo de los proyectos Erasmus. Así que con ese gusanillo de llevar a los alumnos a hacer prácticas fuera, por mi propia experiencia, cuando vi los resultados en los alumnos, finalmente ahora estoy desde hace 2 cursos académicos como coordinadora de los proyectos de internacionalización en la Junta de Andalucía. Y bueno, me tiemblan las piernas de vez en cuando, ¿sabes? Que es lo que yo creo que sucede con las movilidades Erasmus. Y que yo creo que son lo importante, lo que nos proporciona tanto al alumnado como al profesorado, es ver que la vida es continuo cambio, que piensas que lo que para ti es válido para todo el mundo, pero que resulta que cuando sales fuera te das cuenta que hay otras realidades y te permiten no solo valorar a los países europeos, sino que te permite valorar a tu propio país, a tu propia cultura, a tus propias costumbres. Y sobre todo para el alumnado de formación profesional, desde mi punto de vista, Erasmus siempre se asocia a la universidad y a estudios universitarios. Y realmente el Erasmus está abierto a todas las etapas educativas y en formación profesional abre al alumnado un campo de desarrollo profesional enorme. Primero porque el alumno se ve que es capaz de hacer prácticas en una empresa extranjera cuando en algún momento de su vida resulta que el idioma nunca había sido su punto fuerte, pero cuando se ve en un lugar en el extranjero haciendo prácticas en un tema que le interesa, hay muchas veces que la cuestión lingüística supera esa cuestión. Porque puedo poner el ejemplo, una profesora, compañera, y esto que hablo tanto para los alumnos es también para los profesores, la movilidad de alumnado y de profesorado que facilitan los programas Erasmus, no solo facilitan posibilidades de crecimiento personal al alumnado, sino que también generan unas dinámicas dentro de los centros que facilitan
la conciencia europea y la ciudadanía europea, que yo creo que es otro valor añadido. El no solo buscar las competencias profesionales y el desarrollo profesional de profesores y alumnos, sino el también crear un espacio europeo de educación y también una sociedad común con los valores que nos unen en Europa. Y en lo que os comentaba de la cuestión lingüística, con una compañera tuvimos la suerte de participar en un proyecto que abarcaba ya el salto a África, y esta compañera siempre la cuestión de inglés había estudiado siempre, pero nunca le parecía que hablaba lo suficientemente bien, porque quien habla bien inglés es la corona británica, el resto de los mortales hablamos el inglés que sabemos hablar, pero simplemente nos sirve para podernos comunicar con el otro. Cuando estuvimos en un grupo de trabajo que había africanos, europeos, en un momento dado con alguien que de Francia, yo estaba hablando en francés, y esta compañera pues hizo una observación en español y le comenté, digo, ¿te has dado cuenta que estábamos hablando en francés? Y tú dices, ella no había estudiado francés nunca, pero que no entiende, digo, es que cuando te mueves en equipos de trabajo, el tema del trabajo nos une más y se superan las barreras lingüísticas. Entonces, para mí, la movilidad para el alumnado de formación profesional facilita experiencias tanto al alumnado como al profesorado, que les abre campo hacia el exterior y desarrollo profesional sobre todo, y que a los propios centros trae esa idea europea que solamente está en la televisión, porque y en la política y en las elecciones que tenemos a nivel europeo, pero yo creo que es fundamental cuando los compañeros que trabajan en grupos K2, por ejemplo, porque estamos acostumbrados a los proyectos Erasmus K1 de movilidad, pero existen los proyectos K2 que se generan grupos de trabajo internacionales, y cuando vienen los internacionales al centro educativo, ahí es cuando realmente Europa se hace una realidad. No quiero extenderme demasiado, sí poner, por ejemplo, cuando me ha tocado estar aquí en la consejería y han venido desde la Agencia Nacional Española, que es el SEPI, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, a visitar algunos centros educativos con experiencias en Erasmus. Cuando han mostrado lo que han llegado a desarrollar a través de esa experiencia, yo me he quitado el sombrero, porque se suele considerar la FP como la formación de los hermanos pequeños, los hermanos mayores hacen la universidad, los pequeños hacen la FP, y me encontré el caso de una chica que había hecho un grado medio de informática. Había tenido la oportunidad, porque el centro educativo le facilitó una movilidad para hacer su formación en centro de trabajo en Holanda, luego le facilitó otra movilidad para hacerla como recién titulada en Irlanda, empezó a trabajar en cuestiones de informática. Ella hubiese querido continuar haciendo un grado superior, que compañeros suyos lo hicieron y luego continuaron en la universidad, pero se quedó en ese grado medio porque empezó a recibir ofertas, y a mí me sorprendió porque se conectó con nosotros desde Tallinn. Yo creo que esa cría no tenía ni 30 años, y de repente se conectó desde Tallinn y nos comentó su experiencia Erasmus, y a continuación nos dijo, la verdad que he hecho la selección con los compañeros de Google, pero la opción que me dan es Polonia, y yo le he dicho que no, que cuando salga a la plaza de Houston, entonces que me avisen. Y yo dije, ¿cómo? O sea, alguien con, para mí, tan joven, con no tanta experiencia, y que tiene la posibilidad de ella decidir en qué parte del mundo quiere estar trabajando en una compañía como Google, y sin necesidad de tener una titulación universitaria, que siempre nos parece como es lo máximo a aspirar. Esta alumna decía, es que yo estoy trabajando con los ingenieros y siento que no necesito, probablemente en su desarrollo, porque el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, llegará quizás a más, pero a mí me sorprendió esa capacidad y dije, esta alumna ha llegado ahí gracias al trabajo del profesorado, que entró en proyectos Erasmus, que ofreció estas oportunidades al alumnado de formación profesional. Y aunque suelen ser tareas como muy arduas, muy complejas, que muchas veces te desmorona porque te sobrepasan, dada la escala que es Europa, sí que luego da muchas satisfacciones. Y siempre mi consejo es contar con apoyos a nivel institucional
por las delegaciones territoriales, las comunidades autónomas, los centros del profesorado, los cursos que se hacen y luego por otros compañeros que vayan con la ilusión de saber que construimos Europa, haciendo Europa quienes nos movemos en unos programas o en otros. Creo que termino y no me he pasado de tiempo, ¿no? No, todo bien, Mila. A ver, Sí. yo tenía una pregunta. Has hablado de los proyectos Erasmus. ¿Hay otros tipos de proyectos en que un profesor, un alumno se puede incorporar en formación profesional? Sí, nosotros aquí desde Andalucía, desde la Junta de Andalucía, facilitamos estancias de alumnado y de profesorado. En general, para el alumnado suelen ser estancias de prácticas en empresa. Con la nueva ley, esas estancias en empresa se van a poder ampliar incluso a estancias en centros educativos, porque sí que es verdad que se pueden desarrollar resultados de aprendizaje de lo que ahora es la formación profesional dual y que con la nueva ley se va a hacer extensiva a toda la formación profesional dual. Y desde la consejería tenemos convocatorias anuales en un caso eran proyectos con fondos de dual que permitían el desarrollo de resultados de aprendizaje no solo en empresas, sino en centros educativos y no solo un alumno haciendo sus prácticas individualmente, sino pequeños grupos, 4, 5, 6 alumnos durante una semana en otro centro educativo. Y a veces esos proyectos vinculaba al grupo que se había ido a Italia a estudiar la contabilidad con el grupo que en Google Classroom estaban trabajando. De modo que de esa manera se estaba conectando la formación profesional de un centro educativo y de otro de manera transnacional. Entonces el periodo 21-27 de Erasmus ha abierto muchas otras posibilidades y desde la Junta de Andalucía se promueven, pero sé seguro que desde otras comunidades autónomas igualmente los fondos Next Generation, los fondos MRR, todos esos generan convocatorias que permiten que alumnado o profesorado, por convocatorias de proyectos, puedan hacer estancias en el exterior similares al Erasmus. Merci, Mila. Merci à vous, tout un plaisir pour moi. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Pas de questions sur ce sujet-là. Elisabeth, je vais te laisser enchaîner. Donc, on va parler maintenant du programme Picasso Mob. Donc, un programme qui permet la mobilité des élèves entre 3 et 4 semaines. Et je vais laisser Fran en parler puisque l'Andalousie est une zone, un territoire où le Picasso Mob fonctionne très très bien. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, un très grand merci à l'Institut français d'Espagne pour de cette invitation. Et voilà, comme Elisabeth vient de dire, je suis Fran Carrillo, je suis au service de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, en el Servicio de Programa Educativo Internacional, qui est le service qui gère un peu tout le domaine de l'internationalisation qui concerne l'éducation et pas générale et pas la formation professionnelle. Donc, j'ai une petite présentation. Est-ce que je pourrais partager mon écran? Oui. D'accord. Ok, je pense que maintenant tout le monde peut voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, d'accord. Allez-y. Bon, el programa de movilidad individual del alumnado con reciprocidad, que en Francia conocemos como Picasso Mob, es un programa que está destinado a educación secundaria obligatoria y es una iniciativa que responde
a los acuerdos bilaterales entre esta consejería de la Junta de Andalucía y las regiones académicas de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Académie d'Auvergne-Rhône-Alpes y Región Académique Hauts-de-France. Perdonad mi pequeño resfriado, tengo la voz un poco timbrada. Pues el objetivo, como ya precedidamente nos ha recordado Aude, pues viene a reforzar, promover y desarrollar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras y culturas respectivas, facilitando recíprocamente programas de intercambio y visitas de grupo de alumnado. Bueno, pues se fomentarán estancias individuales del alumnado en centros educativos tanto de Francia como de Andalucía. Mirad, en primer lugar, es un buen momento, yo creo, para aprovechar y presentaros la recién estrenada página web de nuestro servicio, el Servicio de Programas Educativos Internacionales. Voy a dirigirme, bueno, no sé por qué. Bueno, si tecleáis en Google Programas Educativos Internacionales, Junta de Andalucía, ya os sale, es muy fácil. Y aquí vais a ver que, bueno, pues es aquí están disponibles todos los programas que se gestionan desde nuestro servicio educativo. Desde enseñanza bilingüe, el programa de auxiliar de conversación, del que bueno, Elisa conoce muy bien, programas educativos europeos y bueno, otros programas como las aulas Confucio para la enseñanza de chino, los intercambios escolares, el programa José Saramago para el aprendizaje de portugués y el PEBIF también relacionado con el portugués. Nosotros nos vamos a la enseñanza bilingüe y aquí tenemos un apartado de actuaciones con Francia. Si clicamos en actuaciones con Francia, tenemos pues dos grandes apartados, que es la parte del Label France Education, el sello que tienen los centros distinguidos con este sello, y Picasso Mob. Pinchamos en Picasso Mob y aquí tenemos pues la información que vamos a necesitar para la convocatoria de cara a preparar la solicitud de cara al curso que viene, ¿vale? Porque este curso ya se ha cerrado. Estamos ahora mismo en proceso de hacer los emparejamientos de alumnado con los homólogos en Francia, ¿vale? Tenéis aquí también un vídeo presentación muy cortito del programa que resume rápidamente en qué consiste el programa Picasso Mob. Y aquí abajo está pues, la resolución del 8 de marzo que convocaba este programa de movilidad individual y luego la resolución de los centros seleccionados que se publicó el 19 de abril. Entonces voy a seguir con la presentación. Y bueno, pues os recomiendo encarecidamente la lectura de esta resolución, pues porque ahí se dan todos los detalles de en qué consiste pues el programa Picasso Mob. Me consta que este programa existe en otras comunidades autónomas. Yo evidentemente voy a centrarme, voy a explicar cómo lo gestionamos y cómo se realiza desde Andalucía, ¿vale? Y si hay algún docente que tenga alguna duda y que quiera pues preguntar o tenga más interés en ampliar información, al finalizar mi intervención podrá plantear las dudas que considere. Este programa se solicita a través del programa educativo Seneca. Bueno, y normalmente hay 15 días hábiles, por lo que es bueno conocer la convocatoria previamente, ¿vale? Y para que en el momento de que se abra el plazo, pues ya hayamos informado al alumnado, conozcan de qué va el programa, lo hayan meditado, porque una vez que se inscriben, pues es bueno que contemos con un compromiso firme y fiel que se mantenga durante todo el proceso. Vamos a explicar ahora bueno, pues los diferentes, en qué consiste realmente este programa Picasso Mob, porque todavía tendréis esa incertidumbre y vamos a pasar a resolverlo. Bueno, aquí hay un cronograma con todos los anexos también que hay que rellenar, pero ya os digo que es muy fácil, ¿vale? Es muy simple. Vale. Vamos a ver, ¿qué requisitos necesitamos para participar en el programa de movilidad del alumnado, también conocido popularmente como Picasso Mob? Bueno, primero, ¿quién puede solicitarlo? Pues lo pueden solicitar todos los centros públicos
dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que sean bilingües. Y ahora, ¿bilingües solamente de francés? No. Se abre a todos los centros bilingües, da igual el idioma que sea, pero con condiciones. Todos los centros de francés pueden participar. Los centros plurilingües de francés como primera lengua extranjera, es decir, en Andalucía tenemos centros bilingües de francés que algunas materias no lingüísticas, en una proporción inferior a la primera lengua extranjera, se imparten a través de una segunda lengua extranjera. Los centros que son plurilingües inglés-francés, es decir, aquellos centros que son bilingües de inglés, pero alguna materia o áreas no lingüísticas, en una proporción muy pequeñita, se imparten en francés. Por ejemplo, imaginaros un centro bilingüe de inglés es aquel que imparte pues, ciencias, biología, historia, lo imparten en inglés. La primera lengua extranjera es el inglés. Y de francés tienen la segunda lengua extranjera o la L3. Pero hay alguna asignatura, como puede ser educación física o música o plástica, que se dan a través de esa segunda lengua extranjera o la tercera lengua del centro educativo, que es el francés. Bueno, pues esos también pueden participar en la convocatoria. Y también se le dará un poco menos puntos, pero también pueden participar, tienen derecho, los centros bilingües de inglés, únicamente bilingües de inglés, que no son ni plurilingües, bueno, pues aquellos centros bilingües de inglés que cursan francés como segunda lengua extranjera. Como sabéis, la normativa en Andalucía ha cambiado. Ahora el francés es obligatorio en primero de la ESO y en segundo, tercero y cuarto de la ESO viene optativo. Bueno, pues para solicitar este programa, que se solicita el el profesor responsable del área de francés es el que los solicita a través de la dirección del centro, con el perfil de dirección en Seneca. Bueno, pues lo solicita cuando el alumnado que va a participar está en cuarto de la ESO, pero la movilidad no se hace en cuarto de la ESO, se hace en primero de bachillerato. Y puede participar un máximo de 6 alumnos. Y una posible pregunta es, ¿y si no tengo 6 alumnos? ¿Y si tengo 1 o 2 alumnos? Porque, bueno, pues todavía el programa no está asentado en mi centro y, bueno, esto cuesta a lo mejor quizá un poco arrancar, le da miedo, no pasa nada. Se puede participar con un alumno únicamente del centro que participe en esta movilidad. Como decía, bueno, pues lo podrán solicitar estos centros, todos los centros que son bilingües en alguna de sus formas. Cada centro tendrá un baremo, tendrá más puntos o menos para participar, pero bueno, que no os desanime porque todos los centros que lo solicitan este año han conseguido entrar y todos sus alumnos van a participar en el intercambio de movilidad. Y vamos a explicar también unos requisitos, bueno, pues unas condiciones, ¿no? del intercambio. Fijaros, es un programa que, como he dicho, en cuarto de la ESO deben de haber cursado francés en toda la enseñanza secundaria, de primero a tercero. ¿Por qué? Pues porque lo que tiene sentido, y en cuarto también, por supuesto, cuarto de la ESO, porque lo que se pretende es que cuando se haga la movilidad, que es en el primer trimestre de primero de bachillerato, pues este alumnado aproveche todas las competencias en comunicación lingüística en idioma francés para hacer ese intercambio, que lo aproveche al máximo y que pueda practicar su lengua y mejore su competencia lingüística en francés y así también sea una experiencia más satisfactoria. Se realiza por 4 semanas, ¿vale? Primero van a Francia y luego reciben al alumnado francés, ¿vale? Estos 6 alumnos seleccionados se van a 6 familias francesas que los reciben en sus casas y se inscriben, se escolarizan en el centro educativo francés. Y luego hay una correspondencia, ¿vale? El alumnado francés viene a Andalucía. Algunos años se hace, primero salen los estudiantes andaluces y luego recibimos a los franceses y otros años pues, se va alternando. Otras veces es los alumnos franceses los que vienen primero y luego los estudiantes andaluces los que van a Francia. Antes de que se me olvide, Sí, tú quería puedes. también mencionar que, No. bueno,
estoy haciendo esta presentación, pero de cuerpo y corazón está mi compañera Juana Hermoso, que es el alma mater de este programa. Yo estoy este año pues ayudándola, reforzándola y conjuntamente estamos haciendo la gestión, realizando la gestión desde el Servicio de Programas Educativos Internacionales. Hoy no se puede conectar porque está en una conferencia eTwinning, una formación eTwinning en Córdoba, pero bueno, está en cuerpo, o sea, de corazón presente, ¿vale? Entonces le mando un afectuoso saludo a Juana. El alumnado, por otra parte, seguimos con las condiciones del intercambio. Ya hemos dicho que son 4 semanas Qué bien, Jessica, está ya. y luego recibimos al alumnado francés también aquí en España. Se escolariza en los centros docentes con los que se ha firmado el acuerdo y se hace un plan de estudios, se firma ese plan de estudios y bueno, se escolariza como un alumno más. Sofi. ¿Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto? Bueno, tened cuidado con esas cosas y nada, seguimos. Si hay alguna pregunta, ya os digo que luego la podéis plantear sin ningún problema. Hay una reciprocidad del intercambio, es decir, que para yo disfrutar de la ayuda que se plantea, que se concede de la Consejería de Educación, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, es necesario que no solamente me voy y yo me beneficio de irme a Francia, sino que yo también me comprometo a recibir al estudiante francés o francesa, ¿vale? Y se haría cargo también del alojamiento, de la manutención y el transporte pues, de la persona que va a acoger en casa. Como igualmente lo harán en Francia cuando el alumnado andaluz se vaya para allá. Hay un profesor de francés, como he dicho, que es el que será el profesor de referencia, coordinador del programa, y el alumnado pues, estará cubierto en términos de asistencia médica y siempre sale con un seguro de responsabilidad civil. ¿Cuál es la financiación o qué ayuda recibe el alumnado? Bueno, pues el alumnado individualmente recibe una subvención, una ayuda de 250 euros individualmente desde Consejería del Servicio de Programa Educativo Internacional. Se hace una transferencia al centro educativo y el centro educativo es el que se encarga de pues, repartir este dinero al alumnado participante que ha aceptado las condiciones del programa y que bueno, está seleccionado para participar. Pues este dinero se puede utilizar, emplear para pues los gastos generados de esta movilidad, de este programa de intercambio de movilidad recíproca en la forma que las familias consideren oportuno, ¿de acuerdo? Lo que sí es muy importante es que toda aquella familia y aquel alumnado que se comprometa a participar en el programa bueno, pues tiene que asumir las consecuencias y tiene que participar al 100%, ¿vale? Ahí podemos ir y también tenemos que recibir, ¿vale? Y bueno, una vez que nos comprometemos, luego siempre nos encontramos porque puede ser que algún alumno o alumna tenga pues algún poco de nervio y al final decida no ir. En ese caso, pues habría que, bueno, la ayuda no se podría disfrutar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hay que ser responsable y lo que queremos es que el máximo número posible de alumnos disfruten de este programa. Y bueno, hasta aquí la presentación. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que necesitáis plantear. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún docente tiene alguna curiosidad? Algo que, bueno, sabes que no me da tiempo de hacerlo muy extenso, pero a grandes rasgos es esto. Entonces, por ejemplo, una cosa que no he explicado. El profesorado se encarga pues, de coordinar un poco esto y presentar la solicitud, pero le garantizamos desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional el emparejamiento con un alumno o alumna francés, ¿vale? Entonces, para aquellos centros, por ejemplo, que todavía no participan en programas de movilidad, por ejemplo, como Erasmus Plus o eTwinning, pues es un programa muy fácil porque simplemente hacen la solicitud, rellenan la solicitud a través de Seneca y somos nosotros desde la consejería y las academias los que nos encargamos de hacer los emparejamientos, por lo cual eso es una herramienta fantástica para ya empezar a internacionalizar vuestros centros y internacionalizar las personas, tanto de los docentes como del alumnado.
Entonces, nos hemos encontrado que centros que quizá no tenían una tradición en la internacionalización de las personas y los centros educativos, pues a raíz de la participación de este alumnado, pues ya se han empezado, claro, porque el profesor al final entra en contacto del centro educativo andaluz y francés, el alumnado también, crean relaciones, crean amistades y se crean unas sinergias muy, muy positivas que al final desembocan en proyectos de colaboración estupendos que pueden ser materializados a través de eTwinning, de Erasmus Plus o simplemente de intercambios escolares. Hacen proyectos de, venga, pues vamos a hacer un proyecto conjunto o venga, vamos a ir a visitar toda la clase a este centro donde estos 6 alumnos han participado porque, bueno, han vuelto contentísimos de Francia y todo el alumnado quiere ir a visitar. Los viajes de estudio en segundo de bachillerato al final también consiguen que se hagan a Francia porque, claro, toda la clase al final conoce de una cierta forma a sus homólogos, a los compañeros que han venido, pero claro, no lo han visto. Entonces, pues al final el viaje de fin de estudio muchas veces también se aprovecha para ir a desvirtualizar a esos amigos, a esos correspondientes que han tenido en Francia y van a visitarlos. Y la verdad es que es una forma muy fácil, muy sencilla. La gran parte del trabajo se hace desde las consejerías y la academia en Francia y el índice de satisfacción del profesor y del alumnado es muy, 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 muy alto. Siempre hay alguna, bueno, pues alguna incidencia, alguna, como es normal, pero la valoración del programa es fantástica. Y os animamos desde Andalucía a participar, a que echéis vuestra solicitud, que es un anexo 1 que se hace automáticamente desde Seneca y es muy fácil. Y bueno, luego los resultados motivan muchísimo al alumnado, quieren ya apuntarse a francés, entonces es una forma también de potenciar, pues eso, el francés como segunda lengua extranjera en todos los centros bilingües de Andalucía, aunque no tengan el francés como lengua de enseñanza bilingüe, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hay alguna pregunta, aquí quedo para resolverla. Merci Fran. Alors, il y avait des questions par rapport à si le Picasso Mode existait aussi dans d'autres régions, donc j'ai répondu sur le chat. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci à tous. On va enchaîner maintenant avec le e-twinning et on est en présence donc de Pablo López Marañón, qui est enseignant à l'IES du Matarowe dans les Asturies et que je vais laisser se présenter et présenter à suivre le e-twinning. Bonsoir à tout le monde. Je vais utiliser la langue française, déjà qu'on fait un webinaire en français, donc je vais parler en français. Comme Elisa a bien dit, je suis professeur de français au IES Matarowe et aussi ambassadeur eTwinning. eTwinning, c'est un programme de l'Union européenne intimement lié avec Erasmus+. Et la fonction d'eTwinning, c'est de réaliser des projets à distance, mais sans se déplacer de l'établissement. Merci Pablo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des types de projets qui, dans le cadre du e-twinning, favorisent la mobilité des élèves, mais également des enseignants? Et si tu as des exemples concrets à nous donner, ça pourrait nous servir. Oui, eTwinning, comme c'est une plateforme qui est intimement liée avec l'Erasmus+, ce qu'on fait, c'est des projets de tout type. C'est des projets culturels, des projets d'échange, de communication en utilisant les langues euh, européennes. On peut faire des projets entre des établissements français, italiens, grecs, allemands, anglais, et on peut utiliser différentes langues. Moi, généralement, j'utilise la langue française. Je cherche des établissements avec qui mes élèves se communiquent en français. Généralement, je cherche des établissements avec lesquels j'ai une bonne communication, et surtout avec les professeurs et ensuite les élèves. On essaye que ce soit un travail collaboratif et d'échange, autant culturel que communicatif. Par exemple, avec l'Académie de Besançon, plus exactement avec le lycée Julag, nous avons réalisé tout d'abord un projet e-tuning sur l'écologie et les énergies non renouvelables. Ça a été un projet pour voir si on s'entendait bien, on se communiquait bien, on s'organisait bien avec le travail
et si les élèves avaient de bonnes relations et savaient se coordonner entre eux et se communiquer pour réaliser des tâches à distance. Et donc, le projet a eu de bons résultats. On a reçu un label de qualité nationale dans les deux établissements. Et ceci nous a donné l'idée de nous présenter un Erasmus+, K229. C'est-à-dire, c'est une mobilité autant de professeurs que des élèves. Euh, on a eu un peu de malchance parce que ça a coïncidé notre demande avec la pandémie de Covid. Et donc, nous avions programmé l'Erasmus+ pour une année scolaire. Et on a dû demander un renouvellement ou une prolongation du projet pour 2 ans pour réaliser les mobilités. Donc, on a utilisé eTwinning pour faire des activités à distance et ensuite, on a réalisé d'autres activités dans les établissements pendant les mobilités. Et le résultat a été phénoménal. En plus, la thématique, ça a été la violence faite aux femmes et les résultats ont été très, 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 très positif parce que l'établissement coordinateur qui était le July a reçu de la part du service national Erasmus+ français euh, une note de bonne pratique avec un 89 sur 100. Excellente note, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant tu peux nous parler un petit peu de la façon dont le e-twinning permet de faire perdurer justement, la mobilité des élèves et des enseignants entre les pays et de rendre cette mobilité plus pérenne? Eh bien, voilà, un exemple très clair, c'est que notre établissement participe au Picasso Mob dans les Asturies. Cette année, de nouveau, nous sommes l'établissement coordinateur du Picasso Mob et c'est très intéressant que tout ce qu'a raconté Frank parce que il y a certaines différences entre ce qu'on appelle el convenio entre les Asturies et l'Académie de Besançon et el convenio qu'ont les établissements andalous. J'ai pris note de certaines choses et que je commenterai très bientôt avec la Consejería de Educación des Asturies. Et nous, dans notre cas, eTwinning, ça nous a permis de contacter et de lier les deux établissements qui participaient au Picasso Mob et de les jumeler. C'est très important pour nous. Et ceci nous permet à la fois de réaliser le Picasso Mob, les projets la mobilité de Picasso Mob de 3 semaines, 4 semaines, mais aussi d'établir un échange d'une semaine entre les deux établissements. Et à la fois, pendant cet échange d'une semaine, on réalise un e-twinning. On fait un projet e-twinning et ensuite, on fait comme si c'était un Erasmus+, mais à travers e-twinning. C'est-à-dire, on utilise l'échange et on fait des activités dans les établissements. Cette année, par exemple, très bientôt, dans 15 jours, nous aurons l'équipe française qui va venir nous visiter avec les élèves et on est en train de travailler un projet sur les Jeux Olympiques de Paris. Merci, avec des actions également de formation, n'est-ce pas? Gérées Bien par sûr. les ambassadeurs, e-twinning. Oui, nous, comme ambassadeurs, la Consejería de Educación nous contacte si on doit faire des formations dans les établissements ou bien dans les centres de formation de professeurs. Il y a des cours spécifiques et on nous demande de l'aide pour pouvoir expliquer comment fonctionne la plateforme. Déjà, il y a eu un petit changement il y a 3 ans. La plateforme eTwinning est passée à faire partie d'une nouvelle plateforme d'éducation européenne qui s'appelle ESEP. Et donc, il y a eu certains changements. Et nous, comme nous sommes des spécialistes de la réalisation de ces projets et de travailler avec cette plateforme, donc on est comme des tuteurs, des nouveaux professeurs qui s'incorporent dans la plateforme pour réaliser ces projets. Merci beaucoup pour ton témoignage, Pablo. Je vais laisser la main à ma collègue, Il y a, Élodie. il y a des questions par rapport à eTwinning dans le...
Alors, le e-tuning, est-ce que c'est sur une année scolaire, Pablo? Un projet tuning, on peut le réaliser, on peut faire des projets de 2 semaines, d'un mois, de 3 mois ou d'une année scolaire. Tout dépend de l'idée sur laquelle on veut travailler. Moi, j'ai fait des projets, par exemple, pour la période de Noël. C'est des échanges de cartes, de vœux. Et là, on peut faire un projet. Généralement, moi, je suis euh, très en faveur des projets d'une année scolaire. Voilà. Moi, j'ai mon petit cahier et je mets mes idées. Je les partage avec les collègues avec qui je vais travailler. Ils incorporent leur idée et on commence à travailler sur ça. Mais on peut même faire un projet pendant une année, terminer l'année scolaire et le continuer à l'année suivante. Et ce qui est très très bien des projets e-tuning, c'est qu'ils sont très malléables. C'est pas comme quelque chose qui est fermé. On peut avoir planifié une activité, mais au fil de l'année, cette activité ne nous plaît pas et on peut la modifier, hein, et en incorporer une nouvelle. Combien d'élèves peuvent y participer? Ça dépend. Cette année, avec le projet des Jeux Olympiques, on a incorporé les 4 niveaux de l'ASO, première, deuxième, troisième, quatrième année d'ESO de l'établissement, parce que le Matajowe est un établissement plurilingue, anglais et français. Donc, ici, on travaille autant les profs d'anglais comme les profs de français. Et on a à peu près 100, 125 élèves dans ce projet. Et on a une dernière question sur cette thématique. Est-ce que donc... Ah oui, non, c'était pardon, sur le Picasso Mob. Voilà, c'est très bien. Nous avons répondu à toutes les questions. Je vais laisser la parole à ma collègue Elodie et on va parler des assistants de langue. Merci, Pablo. De rien. Merci Pablo, merci Elise. Nous passons maintenant la parole à Elisa, qui va donc nous parler du programme qui contribue fortement à l'ouverture internationale des collèges et des lycées, et c'est le programme des assistants de langue. Bonjour Alors, Elisa. bonjour. Merci d'abord à l'Institut français de m'avoir donné l'opportunité de présenter le programme d'auxiliaire de conversation ou auxiliaire de conversation. Et bon, je vais commencer un peu par présenter un peu le programme, enfin, même si je sais que la plupart des professeurs et des centres éducatifs qui sont assistants à ce webinaire, ils le connaissent très bien. Mais bon, c'est un programme très ancien qui existe depuis les années 30, mais qui s'est développé spécialement à partir des années 70. Et c'est un programme qui va dans les deux sens, c'est-à-dire nous recevons en Espagne des auxiliaires de langue, des assistants de plein de pays, à peu près 30 pays du monde. Et en même temps, il y a des auxiliaires espagnols qui partent dans à peu près 17 pays. Donc, concrètement, pour le français, nous recevons, chaque année, nous recevons à peu près 600 assistants de langue français qui viennent de différents pays, qui viennent de la France, de la Belgique, la Suisse, le Canada, le Maroc, la Tunisie. Et cette année, comme nouveauté, nous avons aussi des assistants qui viendront de Costa de Marfil, de Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes très excités pour cette nouveauté. On va voir comment ça marche. Et en même temps, il y a à peu près 500 Espagnols qui partent en France. Et en Belgique, il y a une vingtaine à peu près. Et nous avons un poste au Canada. Donc, un poste, juste. Et voilà. Donc, je vais regarder mes notes, je ne veux rien oublier. Merci Elisa. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages pour les professeurs, les élèves ou même l'établissement scolaire de recevoir un assistant de langue française? Oui, alors effectivement, les auxiliaires de langue, les assistants de langue, sont un recours éducatif très intéressant pour le professeur d'abord, pour le professeur de français, puisque c'est très motivant pour les élèves. Un assistant de langue aide le professeur à intégrer la culture et non seulement il aide le professeur à développer les compétences phonétiques ou les compétences à l'oral, mais en plus,
voilà, l'auxiliaire, il fait comme c'est une sorte d'ambassadeur culturel qui va introduire sa propre culture. Alors, c'est un natif de la langue et c'est très motivant pour les élèves. En plus, les élèves, ils savent que ce n'est pas vraiment un professeur, c'est quelqu'un qui est en général jeune, donc il est un peu plus proche de leur âge et qui va faire des activités qui sont amusantes en général, sont ludiques. Il va pas faire des examens, il met pas une note. Donc les élèves sont beaucoup plus relaxés, disons, beaucoup plus détendus avec l'auxiliaire. Et pour les élèves aussi, c'est une manière de travailler avec un document réel. C'est vraiment, l'assistante de conversation, c'est vraiment le document le plus réel qu'on peut avoir. Et Elisa, comment les établissements scolaires peuvent bénéficier du programme? Alors, voilà, les établissements scolaires, disons que bon, je veux d'abord expliquer que nous, en tant que ministère, nous faisons la sélection de tous ces auxiliaires à travers d'autres organismes qui sont dans le pays. Par exemple, en France, il y a France Éducation Internationale. Ce sont eux qui sélectionnent les assistants, les Français qui veulent venir. Alors, s'il n'y a pas un organisme comme France Éducation Internationale, ce sont nos conseillers dans les consejerías de chaque pays qui font la sélection. Et après, nous, on distribue dans les communautés autonomes. Donc après, ce sont les communautés autonomes qui vont vraiment gérer les postes. Alors, je sais, j'ai vu, il y a des questions à propos de combien de postes de français il y a, pourquoi il n'y a pas plus de postes, etc. Ça, c'est vraiment les communautés autonomes qui décident. Ce sont elles qui vont à la fin distribuer les assistants, les payer, faire les assurances, etc. Donc c'est pour ça que ce sont les communautés autonomes qui distribuent. Après, bon, alors voilà, la question c'était pardon. Oui, comment ils peuvent se bénéficier? Alors, c'est un grand bénéfice aussi pour le centre scolaire, puisque ça donne un certain prestige. Ça montre l'intérêt pour le programme de français. En général, comme tous les autres, c'est un programme qui collabore en réalité avec les autres programmes que présentaient mes collègues, les programmes de mobilité comme Picasso Mob ou les programmes e-twinning. Tout contribue à donner une image positive des langues, de l'apprentissage des langues, et en ce cas, enfin, concrètement, là, on parle du français. Et ça provoque évidemment que si les élèves sont de plus en plus motivés, mais il y aura de plus en plus d'élèves qui vont s'inscrire dans le français comme langue étrangère, ce qui est désirable évidemment pour tous, professeurs et centres scolaires. Très bien, donc un établissement qui souhaite accueillir un assistant de langue doit se mettre en contact avec la Consejería de Educación de sa communauté autonome. Voilà, donc j'ai partagé avec toi justement un document Oui, où vous avez là plusieurs links. Vous avez la page web déjà de notre convocatoria. C'est la convocatoria pour les assistants, d'accord, pour se présenter. Je vous envoie aussi notre email pour nous poser toutes les questions qui vous viennent à la tête, de, toutes sortes. Et aussi les links pour contacter chaque communauté autonome. Donc voilà, il y a là toutes les adresses, Mhm. puisque ce sont les communautés autonomes aussi qui sélectionnent les centres éducatifs qui vont recevoir un auxiliaire. Très bien. Donc je précise que ce document sera disponible sur le site internet de l'Institut français d'Espagne. Nous mettrons le lien dans le chat à la fin du webinaire. Donc vous pourrez le retrouver dans notre onglet des webinaires. Merci Elisa. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, je rappelle que le service de coopération éducative participe chaque année à la journée d'accueil qui est organisée par le ministère pour la journée d'accueil pour les assistants de langue en Espagne et que nous mettons toute l'année à disposition des assistants de langue des ressources. Nous leur proposons également de participer aux formations qui sont organisées tout au long de l'année par notre service. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à Laure. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je regarde juste. Vous m'entendez? Merci. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres programmes de mobilité que nous portons plus directement au niveau du service de la coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France, Institut français. Et je vais commencer par évoquer une opportunité de mobilité qui concerne les enseignants du réseau des établissements Label France Éducation d'Espagne. Vous savez peut-être que ce réseau est le plus grand en nombre d'établissements dans un pays, puisqu'il y a 119 établissements labellisés actuellement en Espagne. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce qu'est le label France Éducation, puisque nous avons consacré un webinaire spécifiquement à ce sujet-là en début d'année, et vous pouvez le retrouver. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà la vidéo sur notre site internet. Mais donc voilà, vous dire que chaque année, nous avons 2 à 3 enseignants espagnols qui participent au stage BELC. Je pense qu'une grande partie d'entre vous connaissent, sont familiers du stage BELC. Vous savez ce que c'est. Mais donc, pour résumer en 2 mots, c'est une université. Là, en l'occurrence, c'est l'université d'été qui est organisée au mois de juillet par France Éducation Internationale, qui est un opérateur du ministère français de l'Éducation. Voilà, donc chaque année, nous, en tant qu'ambassade Institut français, nous proposons la candidature d'enseignants espagnols. Ça concerne à la fois des enseignants de français langue étrangère, mais aussi des enseignants de disciplines non linguistiques. Par exemple, cette année, pour l'édition 2024, ce sont 2 enseignants de DNL mathématiques qui vont participer à l'édition 2024 de ce BELC. Voilà, donc pour les enseignants, c'est vraiment l'opportunité de participer à un module de formation qui est spécifiquement conçu pour les enseignants du label et de rencontrer, d'échanger avec des enseignants qui exercent dans des établissements labellisés du monde entier. Pour vous donner une idée, en 2023, il y a eu une quarantaine d'enseignants labels qui ont participé venant de plein de pays différents. Et cette année, on devrait être autour d'une soixantaine d'enseignants labels au BELC été 2024. Voilà, donc c'est un dispositif dans lequel les frais de formation, d'hébergement, de restauration et de transport sont pris en charge pour partie par le ministère français des Affaires étrangères et pour une autre partie par nous, par l'ambassade. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour cette édition 2024, les enseignants sont déjà identifiés. C'est quelque chose que l'on fait au printemps. Là, on a dû les identifier pour le mois de mars. Mais voilà, garder ce calendrier en tête et vous dire que la sélection, elle peut se faire de 2 façons. Lorsque les délais que l'on nous propose nous le permettent, nous faisons des appels à candidature assez classiques, hein, CV, lettre de motivation. Et sinon, lorsque les délais sont un peu plus serrés, c'est nous qui choisissons en concertation avec les consejerías de educación et nous veillons bien sûr à ce qu'il y ait une rotation pour que ce soit des communautés différentes qui soient touchées à chaque fois. Voilà, donc c'était en quelques mots cette opportunité de mobilité pour les enseignants labels, cette opportunité de participer au BELC au mois de juillet. Je ne sais pas si mes collègues voient des choses que j'aurais pu oublier sur ce sujet-là, sinon je vais passer au suivant.
Non, je vois des pouces levés. Moi, j'enchaîne et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions là, je m'adresse aux assistants, à les mettre dans preguntas y respuestas. J'enchaîne, on parlait de mobilité pour les enseignants. Là, je vais passer à la mobilité pour les élèves, en vous parlant d'abord des bourses à venir que vous connaissez certainement pour certains d'entre vous. Vous dire que c'est un programme de bourse qui est porté par l'ambassade de France, l'association Dialogo et un certain nombre de partenaires. Cette année, c'est la 10e édition des bourses d'excellence à venir Destination France. C'est un programme de bourse qui est destiné aux étudiants de nationalité espagnole ou franco-espagnole qui résident en Espagne et qui souhaitent étudier en France. Il y a de nombreuses bourses qui sont proposées dans le cadre de ce programme. Elles sont financées par différents partenaires, mais là, je vais vous parler en particulier de celles qui sont portées directement par l'ambassade de France et qui concernent le niveau de licence, de grado, donc qui permettent en fait à des élèves qui sortent du lycée et qui veulent rentrer en première année de licence en France. Voilà, donc en règle générale, on est sur 6 bourses qui sont attribuées pour ce public-là. Et la répartition qui s'est faite les années précédentes, c'est qu'il y en avait la moitié pour les bâti-bac et l'autre moitié pour des élèves non bâti-bac. Voilà, donc ce sont des bourses qui existent, donc qui sont proposées annuellement avec un calendrier qui est très précis. Et donc vous dire que, alors là, pour cette année, pour la rentrée prochaine, le calendrier, l'appel à candidature est déjà terminé. Mais pour que vous ayez une idée à peu près de ce qui se fait pour les prochaines années, cette année, on a eu une ouverture des inscriptions fin février. Les candidatures se sont déroulées jusqu'au 5 mai, donc elles viennent de se terminer. Actuellement, on est dans la phase de sélection des candidats qui aura lieu donc en mai et en juin. Et ensuite, la publication de la liste des lauréats, elle se fait au mois de juillet et elle est accompagnée d'une cérémonie de remise des bourses. Voilà. Donc, les informations sur ces bourses, elles sont en ligne sur le site de Dialogo. Je mettrai, si ce n'est pas déjà fait, je mettrai le lien dans le chat tout de suite après. C'est aussi une information qui est relayée par le ministère espagnol de l'Éducation et qui le publie notamment sur son site chaque année. Et je sais aussi que les consejerías d'éducation des différentes communautés autonomes en font la promotion, notamment auprès des élèves Bachibac. Donc voilà, c'est des informations que vous retrouvez facilement auprès de ces différents interlocuteurs. Et donc, je mettrai le lien tout à l'heure. Voilà, je fais encore une petite pause pour regarder s'il y a des questions, des commentaires de mes collègues. Je n'ai pas l'impression. Alors j'enchaîne et puis on pourra y revenir à la fin. Alors, on était sur le label. On est parti sur les bourses à venir. Je reviens sur le label. Voilà, c'est un peu sinueux comme chemin, mais je reviens sur le label France Éducation, cette fois pour vous parler d'opportunités de mobilité pour les élèves avec 2 modalités. La première, elle se déroule à Vichy en été, au mois de juillet, puisque donc cette année, pour la 3e fois, est proposé par le ministère français des Affaires étrangères le programme Génération Label France Éducation, en partenariat avec le Cavilam Alliance française, qui est situé, comme vous le savez certainement, à Vichy. Donc là, l'objectif, c'est de proposer à des élèves qui sont dans les établissements Label France Éducation un séjour avec une dimension linguistique, mais aussi culturelle et sportive pendant 15 jours à Vichy. Voilà, et donc il faut savoir que chaque année, ça va concerner pour l'Espagne 1 à 2 élèves qui sont issus des établissements Label France Éducation espagnols. Là aussi, l'objectif,
de ces rencontres Génération Label France Éducation, c'est de créer un réseau d'élèves en rassemblant chaque année des lycéens qui ont entre 16 et 18 ans, des établissements labellisés de différents pays. Pour vous donner une idée, en 2023, c'est 37 élèves qui ont participé à cette rencontre. Et en 2024, cette année, ce sera un nombre d'élèves un peu supérieur. On sera une cinquantaine d'élèves qui se rendront à Vichy du 6 au 21 juillet. Voilà. Donc là, le calendrier, il est un peu le même que celui que j'évoquais tout à l'heure. On va être sur le début d'année pour la sélection des élèves. On a toujours un souci de respect de la parité, proposer dans la mesure du possible un élève fille une élève fille et un élève garçon. Et là encore, on a une prise en charge des frais de transport, des frais de séjour, tout ce qui est lié aux activités, restauration, hébergement, qui est partagé entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade. Voilà, donc là aussi, vous l'aurez compris, pour cette édition 2024, les élèves sont déjà identifiés. Mais voilà, gardez en tête aussi que pour les prochaines années, on fonctionne aussi de deux façons, soit un appel à candidature, soit un choix opéré en concertation avec les consejerías d'éducation. Voici, donc voilà, ça c'est une première modalité d'événement Génération Label France Éducation. Il y en a une autre qui est proposée par le ministère des Affaires étrangères sous la forme de rassemblements régionaux qui là concernent les élèves et les enseignants. Ils sont accompagnés de leurs enseignants. Ce sont des rassemblements d'établissements par zone. Et donc en 2023, l'Espagne a pu participer au forum qui concernait la zone méditerranéenne qui s'est déroulé à Tunis en mars. Et donc Pablo connaît bien ce sujet puisqu'il a pu y participer avec ses élèves. Donc là, pour représenter l'Espagne, cette année, nous avions 2 enseignants et 8 élèves. Donc, en dehors de Pablo et ses élèves, on avait aussi des élèves aragonais qui se sont rendus à Hammamet en Tunisie. Voilà. Alors, autour d'une thématique, cette année, le choix de la thématique, c'était la thématique de la mère et de la mère maman. Voilà. Et donc, ce qui a pu être proposé, ce sont une alternance d'ateliers pédagogiques, d'activités culturelles, artistiques, sportives, de moments conviviaux, avec aussi un programme pour les élèves et un programme pour les enseignants, avec pour les enseignants une alternance entre des temps de formation et d'activité. Voilà, donc toujours ce même objectif de développer ce réseau d'établissements Label France Éducation et de monter des projets pédagogiques communs qui peuvent se poursuivre ensuite dans la durée. Et voilà, donc vous dire que c'est un type de rassemblement Génération Label à niveau régional qui sera à nouveau proposé dans les prochaines années. Pour l'instant, on ne peut pas vous faire d'annonce, on n'a pas d'infos sur ce qui pourrait être proposé l'année prochaine, mais voilà, restez connectés sur notre site web, participez à nos webinaires pour avoir les informations sur les prochaines opportunités. Voilà. Et je termine avec les séjours linguistiques qui sont proposés aux élèves dans le cadre du concours de photo Portavoz. Que vous connaissez très certainement, puisque ben voilà, en remportant le concours Portavoz, on peut gagner le premier prix, qui est un séjour linguistique en France. Donc, je reviens un tout petit peu sur le concours Portavoz, puisque c'est un concours qui a lieu actuellement. Donc, c'est aussi une piqûre de rappel pour vous inciter, vous enseignants, à motiver vos élèves pour y participer. Donc, c'est un concours de photographie qui est porté directement par l'Institut français d'Espagne, avec pour objectif la promotion du plurilinguisme dans les établissements scolaires et la promotion également
voilà, de la pensée critique, de la citoyenneté européenne, le respect de la diversité linguistique et culturelle. Peuvent y participer tous les élèves de français, que ce soit première ou deuxième langue vivante, dans les établissements publics et privés espagnols à partir de 14 ans. Et pour y participer, c'est très simple, il faut envoyer une photo en lien avec le thème annuel. Cette année, le thème, c'est l'instant, le moment. Avec cette photo, elle doit être accompagnée d'une légende en 5 langues, dont le français. Les 4 autres langues, le choix des 4 autres langues est libre. Et les critères d'évaluation du jury, c'est le lien avec la thématique du concours, bien sûr, l'originalité, la créativité et le lien entre la photo et sa légende. Voilà. Et chaque année, nous avons la chance d'avoir une marraine ou un parrain qui accompagne le concours. Et cette année, c'est une marraine qui est photo-reporter franco-espagnole qui s'appelle Catalina Martin Chico, qui a eu l'occasion de se rendre dans plusieurs établissements scolaires dernièrement. Et donc, je reviens au lien avec la mobilité, puisque donc le premier prix du concours, c'est un séjour linguistique en France, dans un centre. La destination peut changer d'une année sur l'autre, mais en tout cas, vous dire que cette mobilité, ce séjour linguistique, il se fait dans un centre qui a le label qualité FLE, qui est un label qui est accordé par l'État français, qui garantit la qualité des prestations assurées par les centres de français et langues étrangères en France. Voilà, donc c'est une opportunité également pour les élèves de remporter ce séjour linguistique. J'en profite quand même pour dire qu'il n'y a pas que ce prix-là, il y a aussi un deuxième prix, c'est un téléphone mobile. Un troisième prix, ce sont des écouteurs. Et puis, on a aussi des livres de photos qui sont offerts aux 20 premiers participants. Voilà, donc je vous rappelle donc les élèves peuvent participer à ce concours jusqu'au 17 mai, donc il reste encore un petit peu de temps. Et ça se fait en remplissant le formulaire qui est sur le site web du concours, que je vais copier-coller dans le chat. Ah ben non, c'est déjà fait. Merci. Donc voilà, vous avez le lien du site du concours dans le chat. N'hésitez pas à y envoyer vos élèves. Voilà, moi j'ai terminé pour ma part. Je laisse mes collègues compléter éventuellement. Je regarde s'il y a des questions. Oui, alors moi je vais compléter. Donc, je m'occupe de tout ce qui est coopération décentralisée. Et donc, j'ai pour mission d'aider aussi les professeurs et les établissements français et espagnols à créer des appariements, voilà, trouver des partenaires en France. Donc, si vous en avez besoin, vous avez un formulaire. Alors, je ne sais pas si Manon peut le mettre. Voilà. Il y a un formulaire à remplir. Il va apparaître. Voilà. Donc, sur le site de l'Institut français. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir m'aider, moi, à un peu cibler votre demande. Donc, on vous demande, voilà, si vous avez des académies déjà qui vous intéressent plus que d'autres, le projet que vous souhaitez mettre en place avec un établissement français. Et dans le projet, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de détailler le nombre de participants, l'âge de vos élèves et jusqu'à quel âge vous êtes capable d'accepter un groupe voilà, d'élèves français pour qu'on puisse voilà, essayer de vous trouver un partenaire qui ressemble au mieux à vos demandes, à vos attentes. Donc, n'hésitez pas, je peux aussi vous laisser mon adresse mail dans le chat si vous avez d'autres questions en lien avec la mobilité, les projets, les programmes. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Alors, je crois que nous avons fait le tour des sujets que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est le moment encore des questions. Si on vous laisse quelques instants pour que vous puissiez les poser sur l'onglet Preguntas y Respuestas. Je vois qu'il y a une question à propos des auxiliaires de conversation, mais je ne comprends pas exactement la question. Donc, si la personne qui a écrit
peut un peu spécifier un peu plus ce qu'il veut demander parce que je ne comprends pas. No hay becas para auxiliares de conversación. ¿En qué programas pueden participar? Alors, je ne comprends pas très bien la question. Si vous pouvez préciser. Oui, on va attendre voir si cette personne peut préciser. On nous demande également de mettre le lien pour les appareils, le lien pour le document, si c'est possible. Ah, c'est bon, je vois que le lien arrive. Peut-être que la personne qui avait posé la question sur les becas pour les auxiliaires de conversation s'est déconnectée, en tout cas. J'ai pas l'impression. En tout Pour cas, j'ai l'instant, mis là sur le chat, j'ai mis l'email. S'il y a des questions ou des doutes, ils peuvent toujours nous écrire. d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc on va se diriger vers la clôture du webinaire. Et vous voyez à l'écran la suite du calendrier des webinaires 2024, donc il n'en reste plus qu'un. Qui aura lieu le 13 juin, qui sera consacré à une présentation des éditeurs de FLE que nous convierons pour vous présenter des nouveautés, des choses qu'ils veulent mettre en avant en cette fin d'année scolaire. Donc, vous pourrez les retrouver le 13 juin à 17h30. Bien, comme d'habitude, nous ferons la diffusion du lien d'inscription quelques jours avant le webinaire. Et puis, vous avez aussi le rappel du fait que les webinaires, les vidéos des webinaires sont disponibles sur la page Le Coin du Prof sur le site internet de l'Institut français d'Espagne, et vous pouvez également les retrouver directement sur la chaîne YouTube du service de coopération éducative. Donc, je remercie chaleureusement tous nos intervenants encore une fois. Merci beaucoup. Ah oui, merci Manon. Un rappel à l'écran de la composition de l'équipe du département de coopération éducative et linguistique. Et puis, je ne sais pas s'il reste encore une autre slide, Manon. Non. Ah si. Également, rappel voilà, de la composition du réseau français en Espagne et l'email de contact pour nous contacter au sein de l'Institut français d'Espagne, département de coopération éducative et linguistique. Je ne vois pas d'autres questions ni d'autres commentaires. Donc, un grand merci à tous, un grand merci aux intervenants, un grand merci aux participants. Et on se retrouve au mois de juin pour le dernier webinaire du Coin du Prof. À très bientôt. Merci, au revoir.